savez que dans la configuration de la Guinée, c'est une grande ville. C'est des gens importants qui habitaient là-bas. Je vais faire la parenthèse avant de commencer. Voilà, ben, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la configuration de la Guinée? Parce que il y a 4 régions complètement différentes, avec des ethnies différentes. Et vous, vous êtes de l'ethnie Peul. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'ethnie Peul? Bon, je vous salue d'abord, les jeunes. Je vous remercie de me recevoir. Donc, puisqu'on vous a déjà préparé cette rencontre, je remercie les professeurs qui se sont investis dans cette démarche. Je vois que vous me connaissez. Moi aussi, je cherche donc, à travers ce dialogue que nous allons avoir, à vous connaître. Donc, comme dit Florence, qui est ma tutrice, je suis un vieux jeune. Je suis un vieux jeune parce que je reste souvent avec vous. Je vais à la rencontre des jeunes pour vous taquiner, pour vous observer et aussi pour apprendre. Et on apprend beaucoup en restant à côté de vous. Pas seulement à manier les outils modernes de communication, mais en vous voyant marcher, vous discuter, etc. Donc je suis né il y a plus de 75 ans à la baie, donc, qui est en Afrique de l'Ouest, comme vous avez vu sur la carte de l'Afrique. La Guinée, c'est le pays qui a voté non en 1958 la constitution de la 5e République française, qui nous gère jusqu'aujourd'hui ici. Et donc, quand les Guinéens ont voté non en 1958, ils ont pris leur indépendance. Et à la suite de ça, moi, j'étais à ce moment-là étudiant en France. Et donc, je suis resté ici depuis cette époque-là jusqu'aujourd'hui. Donc, la Guinée, après avoir eu ce parcours-là, bon, se trouve un pays facile à gouverner parce qu'il y a 4 régions naturelles, comme a dit Florence. Vous avez la mer qui est là, l'océan Atlantique. C'est la région qu'on appelle la Basse-Guinée, parce qu'elle est au bas. La mer, c'est le niveau 0, comme vous le savez. Et donc, cette région est habitée par une ethnie, c'est-à-dire les populations parlent une langue que moi, je ne comprends pas, parce que moi, j'habite cette région-là. Et la capitale de la Guinée se trouve donc dans cette région, au bord de la mer. Quand on quitte la capitale Conakry pour aller à la baie, on traverse des montagnes. C'est ce qu'on appelle le Fouta Djallon. Le Fouta Djallon, c'est habité majoritairement par les peuples dont je suis. Et ensuite, en allant plus loin vers le Mali, on entre dans la Haute-Guinée, c'est la région de la savane, qui fait frontière avec le Mali, qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Et en descendant, vous voyez les quatre grandes villes qui sont marquées sur cette carte, c'est les villes capitales de la région administrative. Kindia, c'est la ville administrative des Soussous. Labé, c'est pour les Bleus. Kankan, c'est pour les Malinqués. Et la Zérékoré, c'est la région forestière. Soussou, Malinké, Peul, ce sont des ethnies différentes. Ce sont des ethnies différentes. Et on parle tous français. On est francophone. Voilà. Alors vous, vous êtes Peul, quelle est la religion? On est musulmans à 90%. On est musulmans à 90%. Ça veut dire que nous avons une culture islamique. Nous avons une justice française, donc latine. Et notre culture en tant que groupe ethnique, c'est un mélange de la culture latine, les tribunaux comme ici, et puis une pratique religieuse comme les musulmans du monde entier. Moi, je fais partie d'une famille, je suis issu d'une famille
où nous sommes les imams de la mosquée de la ville justement de l'Abbé, qui est une grande capitale religieuse dont l'influence dépasse les frontières de la Guinée. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un imam? Peut-être expliquer ce que c'est qu'un imam. Alors, l'imam, c'est celui qui dirige la prière. C'est celui qui dirige aussi, qui préside normalement le tribunal musulman. Et c'est lui aussi qui enseigne le Coran et qui enseigne la charia. Et donc, c'est forcément un pédagogue. Et d'une manière générale, nous, dans notre pratique religieuse, on est totalement ouvert aux gens qui ne sont pas comme nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un, une personne, quelle que soit, arrive chez nous à l'Abbé, c'est notre famille qui est chargée de l'accueillir. On accueille tous les étrangers, on les installe et on assure leur sécurité et leur bonne installation dans la société. Donc nous sommes assujettis, nous devons pour ça respecter les règles pour savoir bien vivre ensemble sans se disputer, vivre ensemble sans se faire la guerre. Alors nous avons grandi dans cette éducation-là, nous avons grandi dans cette culture-là, et partout où on va, on essaie d'observer la société dans laquelle nous entrons, et on essaie de comprendre comment fonctionne cette société-là. Par exemple, quand moi je suis arrivé en France, il y a à peu près une cinquantaine d'années, je ne vous dis pas pourquoi je suis resté, on reviendra peut-être chose. Quand je suis arrivé en France, c'est exactement en 1960. J'avais fait mes études secondaires en Afrique là-bas, en Guinée, ensuite au Sénégal. Et après, pour faire des études de médecine, je suis allé à Bordeaux. J'arrive à Bordeaux au mois de novembre. Bon, je trouve un pays, une ville lugubre, où les bâtiments sont tristes, où ils sont massifs, devant la faculté de médecine ou bien la mairie de Bordeaux. C'est des murs... bon, j'arrive à Paris, je trouve les mêmes murs des bâtiments, Notre-Dame, etc. Bon, je me disais, moi, venant d'Afrique là-bas, que quand je vais arriver à Paris, je vais trouver de très belles maisons, construites avec des murs qui sont blancs et tout, beaucoup de lumière, et puis je vois ces vieux bâtiments qui ont plusieurs siècles. Et alors, c'est l'époque, quelques temps après, il y a un ministre du général de Gaulle qui s'appelle le ministre Malraux, André Malraux, qui était le ministre de la culture du général de Gaulle. Il a fait nettoyer tous les murs, il a fait laver tous les murs gris. Gris parce qu'ils étaient vieux. Et puis je vois que c'est des bâtiments immortels. Voilà. Donc, quand j'ai vu tout ça, il m'a fallu quelques années, il a fait 2-3 ans, pour bien me repérer et apprendre maintenant à vivre avec les gens dans la société desquelles je me suis retrouvé. Vous êtes allé un peu vite, on revient en arrière. Votre père était imam, c'était son travail en fait, ouais. C'était son rôle. Et il y a des castes aussi. Oui, alors les castes, il faut les situer dans le temps. Bon, tous les hommes sont égaux. Mais ça, c'est la Révolution française qui l'a dit, qui l'a fait. Bon. Quand, à l'époque, dans les colonies, c'est-à-dire comment nous vivions, nous Africains, sous la colonisation française, eh bien, on est allé à l'école.
On est allé à l'école comme vous êtes à l'école. Mais si on n'avait pas trouvé dans la population de la ville des gens qui acceptent d'entrer dans l'école française, il n'y aurait pas eu de cadres africains, d'intellectuels africains pour construire l'Afrique. On serait resté, puisque les 4 régions naturelles, vous voyez bien que si les gens voyagent et se rencontrent, ils ne peuvent pas se communiquer. Nous communiquons avec les autres. Quand on est d'ethnies différentes, on communique avec le français. On parle français. Moi, chez moi, bon, mes enfants, ils parlent français, ils sont nés ici, etc. Donc, mon père était imam, moi je devais être imam, mais moi j'ai refusé d'aller dans cette école-là. J'ai dit à mon père, bon, écoute, moi je n'ai pas envie d'être resté enfermé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ma question c'était sur les castes en fait. Est-ce que vous savez ce que c'est les castes dans une ethnie? Bon alors voilà, c'est là j'ai perdu mon fil un peu. Excusez-moi. Bon, la caste, dans l'époque où moi j'étais jeune, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, il y avait des inégalités entre les personnes humaines. Et je vous ai dit que moi, ma famille est chargée de recevoir et d'accueillir les gens sans faire de discrimination. Bon, dans les castes, quand les Africains se faisaient la guerre, il y avait des vainqueurs et des vaincus. Les vaincus étaient transformés en esclaves. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage entre les Blancs et les Noirs. Ça c'est une autre histoire. Mais quand nos chefs africains se faisaient la guerre, celui qui était battu était amené en esclavage chez le vainqueur. Bon, dans cette société inégalitaire de l'époque, il y avait des gens qui sont des artistes. On ne les aimait pas. Ils étaient discriminés. Il y avait des gens qui étaient des travailleurs manuels. On les aimait pas, mais on les respectait. On les respectait parce que, par exemple, ceux qui travaillent le fer, qu'on appelle les forgerons, c'est eux qui fabriquent les armes, c'est eux qui fabriquent les outils. Donc, même s'ils étaient considérés comme une caste, ils étaient respectés par les vainqueurs. Il y avait des gens qui étaient ce qu'on appelle les artistes. Ils ont reconquis leur dignité, leur fierté, leur liberté. Ils ont reconquis ça en montrant justement la capacité de l'artiste de créer un climat où les gens, même s'ils ne sont pas contents, ils ont envie de se parler. Donc les artistes là, c'est ce qu'on appelle les griots. Ils créent des chansons, ils sont les médiateurs entre les gens, entre les familles, entre les ethnies, entre les étrangers et les habitants du pays. Et donc ces castes-là, aujourd'hui, bon, nous sommes en plein 21e siècle, vous voyez bien, enfin, vous vivez bien, je ne sais pas si vous voyez, mais vous vivez tout le progrès en matière de comportement humain que les hommes et les femmes font depuis cette époque d'il y a à peu près une cinquantaine d'années. Donc il y avait une hiérarchie entre les individus selon leur caste. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui était griot pouvait devenir forgeron? Est-ce qu'on pouvait passer d'une caste à l'autre? Non, il ne peut pas. Les castes sont figées, c'était figé. Ils sont forgerons de père en fils, ils sont griots de père en fils, ils sont chefs de père en fils, ils sont marabouts de père, ils sont imams de père en fils. C'était comme ça. C'était une société, moi je dis bloquée. Je ne sais pas si... bon, voilà. Et vous avez grandi dans une famille polygame aussi. Oui. La polygamie, vous savez ce que c'est?
C'est quand, hein? Oui, pardon, dis-moi. Comment? Oui, voilà, c'est exactement ça. Moi, mon père, il avait 3 femmes. Maintenant, je vais bon. Il a 3 femmes. Donc, moi, j'ai des frères qui ont la même mère que moi. J'ai des frères qui ont le même père que moi. Et c'est ça, la famille. Alors, comment ça fonctionne? Bon. Les fils sont sous la responsabilité du père. Les filles reçoivent l'éducation de la mère. Mais dans les 2 cas, la fille comme le garçon, ils sont éduqués dans le cadre de l'environnement. C'est-à-dire que les voisins, ceux qui habitent juste à côté de nous, même si on n'est pas parents, ils peuvent intervenir si l'enfant de leur voisin a un problème, soit des difficultés, surtout des difficultés, le voisin il peut intervenir dans l'éducation. C'est-à-dire si l'enfant fait une faute, il peut le sanctionner et aller informer les vrais parents. Bon. Alors, bon. Les garçons sont... bon, c'était le fonctionnement de l'époque, il y a 50 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, les garçons, ils se réunissent, ils mangeaient tous avec le père, et les filles restaient avec leur mère. Ce qui fait que les filles de mères différentes n'avaient pas forcément un endroit unitaire où elles pouvaient se développer. Chaque femme avait sa propre maison. Chaque femme avait sa propre maison, son propre capital, ses propres biens qu'elle gérait comme elle l'entendait. Donc là, bon, ça c'est en train de mourir, ça a évolué. Et puis, bon. Et vous, du côté maternel, vous disiez que le village maternel, c'était complètement différent, vous avez dit. Pourquoi? Bon, alors, le ménage fonctionne aussi, il y a des rites, c'est-à-dire il y a des habitudes. Quand vous vous mariez dans une famille, ce n'est pas l'épouse seulement que vous prenez, vous nouez une alliance avec la famille de votre épouse. Ça signifie que dans la vie et l'éducation de l'enfant, les parents maternels, chez nous c'est le patriarcat, c'est-à-dire c'est la loi du père, c'est le père qui donne son nom aux enfants. Donc la famille maternelle est au second plan. Alors, ce second plan, il peut être, il est reconnu et valorisé dans des événements très très précis. Quand par exemple, je me marie avec, et que nous avons un premier enfant, l'aîné. L'aîné, dans certaines circonstances, pour le baptiser, lui donner un nom, ça dépend des moyens du couple. Si ce sont des gens aisés, ils peuvent tuer un bœuf pour distribuer la viande à tout le village ou à tout le quartier. Pour dire, voilà, nous avons un fils, on est content, on partage la joie. Si ces choses, sinon on tue un mouton et on baptise l'enfant. Ça, c'est une période où la mère de l'enfant et sa famille prennent le devant sur la famille du père. Deuxième période, deuxième événement où la mère et la famille maternelle sont valorisées, c'est lorsque l'enfant atteint l'âge de 10
11, 12, 13 ans et que c'est le moment de la circoncision. Parce que vous savez que les garçons musulmans sont tous soumis à la circoncision. Là aussi, on prend un groupe d'âge, tous les gens qui sont nés l'année 2012, qui ont des liens de parenté. C'est-à-dire, par exemple, moi, dans mon groupe, il y avait les enfants de mon père, il y avait mes cousins, les fils de mes oncles. On nous prend tous et puis on nous envoie au village. On nous confie au forgeron, justement. C'est lui qui fait la circoncision. À l'époque, on faisait la circoncision de façon traditionnelle, c'est-à-dire on est entre hommes, entre guillemets, et puis l'initiation, c'est apprendre aux garçons à résister aux difficultés, à affronter donc les difficultés. Donc, l'opération pour la circoncision, elle se fait sans anesthésie. Pour faire le pansement, il faut aller dans une rivière où il y a une chute, et puis c'est la désinfection de l'opération, c'est l'eau de chose. Donc vous voyez qu'on apprenait au fond à l'enfant à être un homme. Voilà. Et l'homme, c'est celui qui est capable d'affronter les difficultés et de montrer que même s'il a mal, il ne pleure pas. Et cette initiation, ça a duré combien de temps? Ça dure à peu près une dizaine, 15 jours. Et pendant ces 15 jours, les garçons sont complètement séparés? On est complètement séparés de la famille, des choses, on est vraiment dans le village. Dans le village ou dans la forêt? Oui, c'est-à-dire pas en ville. Ouais. Voilà, pas en ville. Alors, quant à cette cérémonie-là, là aussi on valorise la famille maternelle. Parce que quand la guérison est arrivée, on nous réunit tous et puis on nous amène dans le village de la grand-mère maternelle. Alors là, quand on arrive là, on est les chefs. Parce que la grand-mère maternelle, c'est celle qui vous choisit, c'est celle qui vous gâte, c'est celle qui vous nourrit, qui vous donne, et vous donne tout ce qui est bon pour elle, c'est pour son petit-fils ou sa tante maternelle. Donc, on avait souvent envie d'aller chez la grand-mère maternelle parce que, bon, on n'était pas fait, on faisait des bêtises, on n'était pas punis, etc., etc. Parce que chez le père, c'était beaucoup plus... Ah ouais, chez le père, c'était vraiment... C'était le gendarme. Et par rapport à l'initiation, parce que je voulais venir un peu plus tard, mais puisqu'on en a parlé, c'est cette classe d'âge qui fait la circoncision en même temps, les liens qui sont créés sont des liens particuliers pendant ces 10 ans. Oui, voilà. Alors c'est là justement où on fait les premières relations, où on cherche la confiance, où on cherche à être sincère avec les copains. Parce que quand vous avez partagé ça avec quelqu'un, 1 ou 2 ou 10 personnes, ça vous n'oublierez jamais. Et vous savez aussi que quand il vous arrive si à un moment donné de votre vie, vous avez une difficulté, vous pouvez aller voir ces personnes-là. Et en général, les copains d'enfance de cette cérémonie-là, c'est comme votre premier flirt. Le premier flirt, on n'oublie jamais la fille qu'on a rencontrée ou le garçon qu'on a rencontré. En tout cas, moi, je me souviens encore de la fille que j'ai rencontrée quand j'avais votre âge. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Et vous êtes allé à l'école coranique aussi, à 7 ans. Qu'est-ce que c'est l'école coranique? L'école coranique, c'est comme l'école française. C'est-à-dire, c'est l'école où vous apprenez le Coran. C'est une... puisque je vous ai dit qu'on est musulman, notre enseignement se fait en arabe. Donc, l'école coranique, on apprend à lire et écrire l'arabe. On n'est pas obligé de parler l'arabe.
mais on peut écrire et lire. On peut écrire et lire et on peut utiliser l'alphabet arabe pour écrire nos lettres en peul ou en soussou, etc., etc. Bon, ça se fait en 3 phases. La première phase, on vous apprend l'alphabet. La deuxième phase, on vous apprend à lire des syllabes. Je ne suis pas enseignant, alors là peut-être les enseignants peuvent m'aider à machiner. Et puis la troisième phase, on lit couramment de la Fatiha à la dernière sourate qui s'appelle la vache. Ça dure 5 à 7 ans. Une fois qu'on a fait ces 5 à 7 ans-là, ça on peut lire tout le Coran, on peut le réciter par cœur, mais on ne parle pas arabe. Bon, mais on fait les prières en arabe. Comme les latins faisaient les prières en latin. Et donc on entre dans une troisième phase, donc on apprend l'alphabet, on apprend à lire par syllabe, on lit couramment, on peut réciter. Une fois que ça c'est fini, on connaît le Coran. Là on a un surnom qui, au lieu de dire, c'est comme le doctorat, c'est comme le doctorat, c'est-à-dire quand vous savez lire couramment et réciter, vous avez un diplôme de docteur en lecture d'arabe. Ensuite, vous apprenez, vous allez à l'équivalent de l'université française, c'est-à-dire vous allez maintenant apprendre la culture et la charia. La charia, c'est à la fois la justice musulmane et aussi le mode de vie d'une société musulmane. Parce que quand on parle de charia, les politiciens chrétiens disent que bon, voilà, c'est des sauvages, ils coupent le bras pour le voleur. C'est pas ça la charia. La charia, c'est d'abord le droit musulman. Le droit musulman, c'est comme le droit romain, c'est le droit des hommes à codifier des choses, les modes de vie d'une société pour que, au fond, les gens vivent en paix. C'est ça la charia. La charia et le code civil français, latin, etc., c'est la même chose. Mais en plus, la charia et le Coran vous disent, quand telle ou telle situation conflictuelle arrive, voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous ne devez pas faire. Et en général, si vous respectez ce que vous devez faire, et si vous vous abstenez de faire ce qui n'est pas fait, personne ne va vous manquer de respect. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous, quand vous étiez enfant, vous apprenez comment? Tout le monde ne va pas aussi loin dans les études coraniques. Normalement, ceux qui vivent dans notre société, moi, si j'avais pas dérivé pour... bon. Oui, vous êtes arrêté avant. Bon, si j'étais resté là-bas, moi, j'allais faire ce parcours-là. Un jour, j'allais être imam de la mosquée de l'abbé, peut-être. Oui, mais vous n'avez pas fait ce parcours. Non, je n'ai pas fait. Vous êtes arrêté avant. Oui, je me suis arrêté, j'ai bifurqué. Ouais, quand vous aviez 7 ans, quand on apprend l'alphabet, quand on apprend les sourates, comment on apprend? Avec quoi vous avez... On a une planchette, c'est-à-dire une espèce de tablette en bois où on écrit avec de l'encre, il y a des feuilles dans la brousse, on va cueillir des feuilles, on fabrique nous-mêmes l'encre, les plumes. Les plumes, c'est des roseaux du riz ou bien du bambou, des choses comme ça, on écrit. On lave ça avec de l'eau et puis on apprend. On écrit, on apprend à lire sourate par sourate. Une fois qu'on connaît une sourate, on peut passer à la suivante. Ouais. Et donc vous êtes allé aussi, à peu près en même temps, à la même période, à l'école française. Ouais. Alors l'école française, je suis allé par hasard. Par hasard, pourquoi?
Parce que mon père était imam adjoint. Il devait être imam de tout. Bon, c'était comme ça. Et il a un frère qui est rentré à l'école française, qui est devenu instituteur. Et cet oncle-là, il a été affecté à l'abbé. Il a un fils qui a le même âge que moi, qui lui, il est allé à l'école française. Moi, mon père voulait que j'aille à l'école arabe. Donc, j'ai déménagé de chez mon père pour aller chez son frère à lui, donc chez mon oncle. Et puis, je suis allé m'asseoir dans la salle de classe. Bon, mon père, il était directeur de l'école. Et donc, je suis allé m'asseoir en classe. Et puis, j'écoutais. Vous n'étiez même pas inscrit. Je n'étais pas inscrit, j'étais là. Mais comme mon copain, son fils, était déjà, lui, il était inscrit régulièrement. Tous les jours, je m'en vais. Et puis, bon. Donc, comment vous dire ça? J'ai forcé un peu le destin. C'est mon oncle lui-même qui allait dire à son frère, bon, écoute, le petit, on l'a inscrit. Et bon, voilà. Alors, quand on m'a inscrit, là, je vous raconte ça parce que c'est comme ça que je vous disais tout à l'heure. Quand on m'a inscrit, donc j'étais un écolier comme vous. J'avais le droit d'être sur un banc, mais il n'y avait pas de banc. On a mis. Non, il y avait sur une chaise, il y avait un banc. Et puis il y a une jeune fille qui est venue s'asseoir à côté de moi. Quand on est sorti de la classe, on est allé à la récréation, tous les copains sont venus se moquer de moi. Comment tu peux accepter qu'une fille s'assoie à côté de toi? Donc j'ai dit à la fille, non, mais il faut que tu partes. Et puis elle a disparu comme ça. À cause de cet incident-là, elle n'a jamais fait d'études. C'était la seule fille. Hein? C'était la seule fille de la classe. Bon, alors, je ne sais pas, 25 ans après, je me rappelle, je me dis, c'est à cause de toi que je n'ai pas été à l'école. Et parce que si j'avais été à l'école, tu allais être comme moi. Donc, vous voyez, bon, voilà, des anecdotes de jeunesse. Quand vous aurez mon âge, vous serez content de vous souvenir qu'on a eu quand même un échange comme ça, où je vous ai dévoilé des choses. J'espère que ça va éveiller votre curiosité. Bon, voilà. En tout cas, c'est l'intention que nous cherchons à vous communiquer. Maintenant, si vous avez des questions à poser, il ne faut pas hésiter. On est là, c'est une conversation qu'on fait. Hein? Pas de questions pour le moment? Peut-être? Non? Est-ce que je peux me permettre, en tant qu'enseignant, de solliciter monsieur? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc en l'occurrence, je suis professeur d'histoire-géographie et vous insistez beaucoup sur la dimension religieuse, très intéressante au demeurant. En Guinée-Conakry, quelle place pour l'animisme aujourd'hui et pour les autres croyances religieuses? Une place totale, comme l'islam. Mais est-ce qu'il y a encore, je veux dire, est-ce qu'on a encore des mouvements animistes dans les différentes provinces que vous avez évoquées, qui sont encore vraiment des mouvements, on va dire, importants, où il y a vraiment encore une pratique importante? Ou est-ce que l'animisme dans votre pays d'origine a complètement disparu? Avant de vous répondre, on va peut-être expliquer ce qu'est l'animisme. Je ne suis pas sûre que... Bon, l'islam, la chrétienté, le juif, les trois religions du livre, ça vous connaissez. L'animisme, c'est une religion de sociétés qui ne sont pas monothéistes et qui choisissent dans la nature, dans l'environnement, des symboles pour représenter leur Dieu. Alors, ces symboles sont très variables. En Afrique noire, ça peut être un buisson, ou bien, vous voyez, il y a un arbre là avec de belles fleurs et tout ça, ça peut être ça le symbole de leur bon Dieu. Bon. Et donc, cette religion-là, elle est pratiquée de façon vraiment, de ce que je sais, elle est pratiquée de façon individuelle ou familiale
en Guinée forestière. C'est-à-dire que c'est pas... C'est-à-dire qu'ils pratiquent leur religion comme moi je pratique ma religion. C'est-à-dire je fais mes 5 prières, eux ils ont leur rite et leur cérémonie, mais ça n'a pas d'impact sur la société guinéenne. Ceux qui sont musulmans, ils savent. Ceux qui sont chrétiens, chacun fait sa religion. Ça, s'il n'y a pas un... Par contre, ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est que c'est à l'intérieur des religions qu'il y a des manifestations de prosélytisme. Par exemple, en Guinée, bon, nous, on est... Je vous ai dit que c'est... machin. Moi, j'ai un grand-père qui a passé sa vie d'imam à lutter contre le culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'il dit que l'islam, il faut enseigner comme Jules Ferry a dit qu'il faut enseigner. Je dis ça pour que vous voyez un peu le machin. C'est-à-dire que il faut, alors qu'il y a dans certaines régions, notamment au Sénégal, notamment en Côte d'Ivoire, vous avez des sectes musulmanes, les mourides que vous avez au Sénégal, c'est une armée au service de leur chef. Nous avons échappé à ça parce que notre grand-père ne voulait pas, il a tout vulgarisé, il a tout simplifié, il a tout livré. Donc, pour le moment, on n'a pas tellement ce problème. Mais ce qu'on commence à avoir, c'est que cette tradition d'absence de prosélytisme, mais de respect de la religion et des rites, cette tradition-là, aujourd'hui, elle est bousculée par des influences venues du monde arabe, avec les voiles, comme on en a vu ici, des voiles, des chapelets, des tenues, comment on appelle ça, des uniformes. Il y a des gens qui sont habillés tout en blanc, ils marchent pieds nus. Bon. Mais bon, voilà. Alors, en 2 mots et pour terminer, est-ce qu'il existe dans votre pays, d'après ce que vous en savez, d'après les contacts que vous avez gardés, est-ce qu'il existe des violences confessionnelles comme celles qu'on a pu voir en Côte d'Ivoire ou au Nigeria entre communautés religieuses? Est-ce qu'on a? Non, du tout. Non. Là, les conflits, c'est ethnique. Mais ça, encore, c'est artificiel. D'accord. On revient à l'école française. Quand vous êtes arrivé à l'école française, est-ce que vous parliez français à ce moment-là? Quand je suis rentré à l'école française, moi, je parlais peu, uniquement. Et comment vous apprenez le français? Mais je suis allé à l'école. Mais est-ce que c'était... J'ai appris l'alphabet, A, B, C, D. J'ai appris... Mais je voudrais que vous posiez des questions sur les choses. Parce qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, des petites choses simples, mais il faut que vous m'orientez. On va continuer, et puis à la pause, on reprendra, on verra s'ils ont des questions, mais il faut qu'on avance quand même un petit peu dans votre parcours. Oui, donc, on en est à l'école française. En même temps, à la même période, c'est la Seconde Guerre mondiale. Comment c'est vécu depuis la Guinée? Comment la Deuxième Guerre mondiale est vécue depuis la Guinée? Alors, la Deuxième Guerre... Pour vous, les enfants, à l'école, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 1939-1945. Moi, je suis rentré à l'école en 1942, donc en pleine guerre. Bien. Alors, la société coloniale, c'est une société inégalitaire. Les Blancs commandent, le nègre exécute. Bon, nous rentrons à l'école, donc nous commençons à être perçus par nos parents comme des Blancs. Bon, et donc, sur ces entrefaites, le gouvernement français décide que l'Afrique doit participer à l'effort de guerre. C'est quoi l'effort de guerre? Premièrement, il faut que l'Afrique donne des troupes, donc des hommes que l'on prend pour venir faire la guerre. Bon,
il demande à l'Afrique noire de nourrir les soldats alliés contre le nazisme. Et donc, il y a des fournitures obligatoires de denrées alimentaires, du riz, du manioc, des produits agricoles africains. Des tonnes et des tonnes et des tonnes on a fourni. Ensuite, donc, les choses. Alors, pour les élèves, c'était des choses très simples. Ici, il s'agissait dans les pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup de pluviométrie. Il pleut beaucoup, donc il y a des forêts à Côte d'Ivoire, etc., la Guinée forestière. Il y a l'arbre à caoutchouc. Donc, la France nous demande à chaque élève d'envoyer chaque mois 1 kilo de caoutchouc. Le caoutchouc, comment on va le trouver? Il faut aller dans la forêt, il faut trouver l'arbre à caoutchouc, il faut le tailler, il faut recueillir le jus avec un gobelet, comme les gobelets du café, du bon café que vous nous avez donné. Et puis, donc, on prend ce truc-là, on donne à l'école. Ou alors, il faut aller... Je ne sais pas si vous connaissez le sisal. Le sisal, c'est une plante avec des piquants, des grandes feuilles avec une aiguille piquante au bout. Donc, il fallait prendre cette plante-là, mettre sur un établi, prendre une sorte de machette avec des dents en scie et puis tirer. Ça devient une fibre. Mais quand ça devient, avant de devenir une feuille, toutes les feuilles là sécrètent un liquide qui vous éclabousse les bras et ça vous donne la garde. Alors une anecdote là aussi, pour vous montrer les caprices des enfants, des enfants de votre âge. Nous qui étions des enfants de la ville, on a obligé les enfants qui venaient des villages, parce qu'il y a des enfants qui quittaient le village de 5 à 7 km, ils marchaient à pied pour venir à l'école. Alors on les rançonnait. Alors quand j'entends, bon, c'est vrai, maintenant ici, même ici, on rançonne les élèves. Donc vous voyez, l'histoire de l'humanité, bon, voilà. Donc, on donnait là aussi ça servait de ficelle pour attacher je ne sais pas quoi. Donc voilà notre contribution. C'est la première fois que vous racontiez ça, que vous racontez. Ah bon? Le fait que vous rançonniez les autres pour faire le travail à votre place. Ouais. Et après... Mais du coup, moi j'étais souvent du côté des gens... Quand je voyais quelqu'un qui est discriminé, je me levais tout de suite pour être avec lui. Voilà. Donc vous participiez à l'effort de guerre. Ouais. Et en 1945, la guerre est finie, et c'est un événement important aussi dans votre vie, parce que c'est la mort de votre père. Alors moi j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans, exactement comme peut-être 12 ans. Il me laisse avec ma mère, avec mes frères, avec son frère, qui est mon oncle, qui m'a mis à l'école française. Et puis, bon, j'ai suivi le parcours, comme vous savez, c'est-à-dire l'école primaire, l'école secondaire à Conakry. On fait 4 ans collège, on a le brevet. Quand on a le brevet, on a 15-16 ans à l'époque. Non, donc on arrive en 3e, on fait le brevet. Si on a le brevet, on a 15 ans. Il y a 3 filières pour sortir de la 3e. La première filière, vous faites un concours pour aller dans une école normale. Elle n'est pas en Guinée, elle est au Sénégal. Donc cette école normale, elle fournit des instituteurs. Elle fournit des agents de l'administration. Elle fournit
des gens qui vont passer un deuxième concours pour être médecin. Donc vous voyez une sélection extrêmement sévère. Elle est très très sévère, avec des maîtres extrêmement exigeants, mais humains et justes. Les maîtres faisaient en sorte que il n'y ait aucun élève qui ait une faute d'orthographe dans ses cahiers ou dans les leçons ou dans les contrôles de connaissances. Aujourd'hui, quand vous lisez des rapports écrits par des gens qui ont une maîtrise de droit ou de mathématiques ou de je ne sais quoi, ce n'est plus la même chose. Donc nous, la France qu'on connaît, c'est cette France exigeante-là, où vraiment il faut affronter, c'est-à-dire il faut avoir confiance en soi et essayer de montrer à l'autre que la manière dont il me voit, il se trompe. Quand tu repenses à ta situation, à ta pensée, à ta relation avec toi-même, tu n'auras aucun ennemi dans un groupe comme celui-ci. C'est impossible. Et quand vous étiez au collège à Conakry, vous êtes au collège avec des gens des élèves d'autres ethnies, et là vous découvrez d'autres cultures. Voilà, c'est ça qui fait que je vous dis ce que je viens de vous dire là. Et comment vous viviez ensemble justement? Comment vous arriviez à vivre malgré toutes vos différences? Nous, notre point d'union, c'était la compétition pour avoir la meilleure note dans toutes les matières. C'était ça notre machin. Bon, on ne parle plus de Claude Soussou, etc. On dit quels sont les bons élèves en maths, quels sont les bons élèves en français, en anglais. Bon, à ce moment-là, les maîtres nous respectaient. Ils voyaient que, bon, on avait même parfois, comment vous dire ça? On voulait tellement être respecté par le maître que les épreuves difficiles, quand par exemple il y avait des problèmes de mathématiques difficiles ou bien quand il y avait une leçon de géographie, on mettait 1 heure, 2 heures, 3 heures sur le truc pour que le maître ne puisse pas nous couler. Nous, c'était ça, notre orientation, c'était comme ça. Et les compétitions sportives? Ouais, les compétitions sportives. On avait entre les régions à ce moment-là. Bon, non, mais c'était... Enfin, j'espère que vous vous retrouvez dans ce que je vous dis. En tout cas, je ne sais pas. Racontez l'anecdote justement de la partie de foot, qui vous permettait de régler les... Voilà, alors il y avait, je vous ai montré qu'on a pris, c'est les Soussous, c'est la mer, et nous on est dans la montagne. Donc c'est les peuples et les Soussous, on fait un match de football entre les deux ethnies. Bon, nous on n'est pas des sportifs, les Soussous sont des sportifs. Et puis ils sont plus émancipés parce qu'ils sont dans la capitale. C'est les gens de la capitale. Nous, on vient de la brousse. Donc, on fait un premier match. Ils nous battent 11-0. Ah! Mais quand même, nous, on aurait pu marquer au moins un but. On n'a pas pu. Donc, on rentre au collège. Et puis, nous, notre équipe, on se réunit, on dit non, mais ça peut pas aller. Parce que on ne peut pas avoir 0. Bon. Alors, il y a le plus grand de notre groupe qui commence à insulter, à menacer le groupe en disant vraiment si vous êtes des gens de mauvaise naissance, eh bien, on va recommencer et on va se laisser battre. Mais si nous sommes fils de notre père, alors quand on dit à un peuple que tu n'es pas le fils de ton père,
ça a une signification extrêmement injurieuse. Donc on s'est mis avec, tous les soirs, on s'est mis dans la cour, et puis on s'est entraîné. On est allé, nous nous avons battus, je ne me souviens plus le score, mais le score était resserré, donc on a marqué